Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Étienne Paris, directeur des opérations chez Expectra. Expectra, en quelques mots, c'est une expérience de plus de 15 ans dans le recrutement, de cadres et d'agents de maîtrise, c'est plus de 28 bureaux en France, 445 collaborateurs et 4300 entreprises clientes. En ce contexte de reprise progressive et en attendant de pouvoir à nouveau organiser des événements en présentiel, nous nous adaptons et nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer ce webinaire en partenariat avec HRCP sur un sujet qui nous concerne tous, comment accompagner le retour au travail et remobiliser ses équipes après la crise. Nous avons vécu ces différentes situations, nous avons tous vécu ces différentes situations. Certains de nos consultants chez Expectra sont très pressés, peut-être trop pressés de retourner au bureau, d'autres redoutent ce retour. Et nous observons la même chose chez nos clients et chez nos intérimaires. Nous allons donc aborder toutes ces problématiques liées au déconfinement. Et elles sont nombreuses. Les mesures sanitaires, comment travailler durablement en mode dégradé et quels seront les impacts sur le travail de demain. Pour le bon déroulé du webinaire, et comme nous sommes nombreux, les micros sont désactivés, mais rassurez-vous, vous aurez la possibilité d'interagir via le chat et des sondages ponctueront l'intervention pour recueillir vos retours d'expérience et votre vision. Je laisse la parole au spécialiste du sujet, Bertrand Jacquier, ingénieur et psychologue du travail au sein de HRCP. Voilà, il me semble que mon son est activé. Tu peux me le confirmer, Étienne? Je te le confirme, nous t'entendons. À toi. Merci, Étienne, pour ce mot d'introduction. Merci à tous. Merci pour cette opportunité qui nous est offerte à nous autres chez HRCP de vous parler des sujets qui nous intéressent. HRCP, c'est le cabinet conseil RH du groupe Randstad. On a 4 domaines d'expertise, je vais les lister très rapidement pour nous présenter. On accompagne les restructurations de manière collective, les reclassements, notamment suite à des PSE. On a une activité de prise en charge des processus RH, on prend en charge en externalisation, notamment par exemple la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles. On accompagne le capital humain, la mobilité professionnelle. Et puis, on a un quatrième domaine d'expertise, qui est celui dans lequel je me situe, qui est la vie au travail. Alors, par vie au travail, nous, on entend la conciliation entre deux choses qui sont un peu les deux faces d'une même pièce, qui sont d'un côté la performance, au sens global, la performance sur l'ensemble des indicateurs, et la qualité de vie au travail. Ces deux faces d'une même pièce, on les travaille avec des méthodes d'accompagnement qui sont issues de nos disciplines, qui sont l'ingénierie, la psychologie du travail, l'ergonomie. On fait du conseil RH. Et si je vous dis que ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est bien parce que j'y crois et c'est pas pour justifier a posteriori ma double formation à la fois d'ingénieur et de psychologue du travail. Alors, déroulé de notre échange et de notre discussion, on va dans un premier temps parler de l'actualité. L'actualité, c'est le déconfinement. On va ensemble aborder la question de la mobilisation. Il faut se remobiliser à l'issue d'une période qui est quand même assez inédite. On a tous vécu 3 mois compliqués. Ceux qui étaient au travail avec des conditions sanitaires qui au début étaient un petit peu difficiles à appréhender. On ne savait pas trop dans quel monde on était en train de travailler. Et puis ceux qui étaient à la maison, confinés, à se demander quoi faire, à se demander comment le faire, à se demander comment être utile aussi parfois. On regardera ensemble quels sont les apports quand même de la crise, parce que la crise, elle a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets, notamment en lien avec les questions du travail. Et puis enfin, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur pour regarder ça d'un petit peu plus haut. Sans plus attendre, on va parler du déconfinement. Je ne vais pas revenir sur le contexte, vous le connaissez. On sort d'une crise sanitaire, ou du moins on espère qu'on sort d'une crise sanitaire. Alors après, il y a les pro-Raoult et puis les pro-OMS. Si on en croit les publications d'aujourd'hui de l'OMS, avec 4% de la population qui a été atteinte par le coronavirus, population mondiale, on peut s'attendre soit à des répliques, soit à des effets de saisonnalité avec une période qui sera un petit peu charnière au niveau de l'automne. Mais en tout cas, cette crise sanitaire, elle nous a beaucoup marqué. On ne sait pas encore si elle est finie, mais on rentre dans une crise, une nouvelle forme de crise, qui est une crise économique, avec des références qui sont faites souvent à 1929. Donc, on est sur quelque chose qui promet d'être compliqué à traverser et qui laissera certainement beaucoup de traces.
C'est dans ce cadre-là qu'on doit déconfiner. Et pour parler de cette notion de déconfinement, nous, on réfléchit avec cette image de la fusée. Alors, pourquoi on a pris l'image de la fusée? Parce qu'on a tous regardé décoller SpaceX récemment. Et cette image, elle nous invite à bien considérer que les choses, elles se font en 3 temps. Il y a 3 enjeux différents et ces enjeux n'ont pas la même temporalité. Dans un premier temps, le premier étage, et il ne faut pas le rater, ce premier étage, c'est bien le retour au travail. Il faut revenir au travail en assurant les mesures sanitaires et en assurant un certain nombre de prérequis vis-à-vis des salariés. Quand on parle de mesures sanitaires, il y a bien évidemment les masques, le gel hydroalcoolique et toutes ces mesures. On a tous collé du scotch sur le sol, on a tous mis des parois en plexiglas pour se protéger les uns les autres ou se protéger dans la relation client. Puis il y a tout ce qui va autour. Il va falloir réfléchir à comment on mange. Est-ce qu'on a un réfectoire? Est-ce qu'on a une cantine? Dans quelles conditions est-ce qu'on mange? Dans quelles conditions est-ce qu'on est transporté? La question des gardes d'enfants, avec aujourd'hui des parents qui n'ont pas toujours une solution pour faire garder leurs enfants. Et il y a énormément de points comme ça qu'il faut mettre sous contrôle par rapport aux mesures sanitaires et au respect de ce qu'on appelle maintenant, puisque c'est rentré dans le langage courant, les mesures, les gestes barrières. Il y a un deuxième point dans ce premier étage de la fusée sur lequel il faut qu'on insiste un petit peu pour commencer à rentrer dans le thème de notre webinaire qui est sur comment on se remotive, comment on se remobilise et comment on revient au travail tous ensemble, comment on refait travail, comment on refait collectif. C'est ce qu'on appelle la décharge. Alors, décharge des salariés, c'est vrai qu'après coup, le mot est peut-être pas le mieux choisi, il fallait en trouver un. On parle de décharge, mais on parle de décharge émotionnelle. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est avoir un temps dans chacun des collectifs où les personnes vont pouvoir échanger sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles amènent aujourd'hui dans le travail, avec quoi elles reviennent, avec quoi elles reprennent le travail. Et c'est un temps qui est extrêmement important parce que tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière, entre ceux qui ont travaillé, ceux qui ont moins travaillé, ceux qui étaient éloignés en télétravail, ceux qui ont connu la maladie, ceux qui ont perdu des proches ou qui se sont inquiétés pour des proches, ceux qui se sont questionnés. On va longuement revenir sur ce point-là, sur le sens du travail, sur l'utilité. Il y a beaucoup de vécus différents vis-à-vis de la situation et d'avoir un temps où on va pouvoir le poser, l'échanger, le donner à voir, le mettre en discussion, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'un moment où on va expliquer aux gens voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut vivre, voilà ce qu'il faut ressentir. Non, non, c'est bien le contraire. C'est un moment où on va permettre aux personnes d'avoir une expression et de dire bah voilà, mes craintes aujourd'hui sont celles-ci, mes envies c'est celles-là, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai plus envie de faire, voilà ce que ça a interrogé chez moi, voilà ce qui m'a dérangé, et puis pourquoi pas, voilà ce qui m'a plu pendant le confinement. Je ne vous cache pas que nous on l'a fait, on l'a fait dans l'équipe, et c'est un moment fort qui permet de vraiment décharger les émotions. Les psychologues appellent ça souvent le débriefing. On pourrait jouer sur les mots, mais c'est un moment où on va poser tout ça et ça va nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage est extrêmement important et c'est l'étage dans lequel on rentre et dans lequel se trouvent les questions de la remotivation et du retour au travail. Il va falloir qu'on se mette à travailler les uns les autres dans un mode qu'on va appeler dégradé. J'ai évoqué les problèmes de transport. Il y a aussi des problèmes d'approvisionnement avec des entreprises qui travaillent aujourd'hui un peu en pic et en creux, en attente des pièces qui peuvent venir quand on est dans l'industrie de fournisseurs qui n'ont pas complètement repris ou qui n'ont pas repris du tout d'ailleurs chez certains de nos clients. Et ça, c'est des choses qu'il faut organiser. Et puis, il y a tout ce que les mesures sanitaires, elles apportent, des choses qu'on fait à deux, qu'on fait plus à deux, des choses qu'on faisait ensemble et qu'on fait maintenant de manière éloignée, des activités qui s'arrêtent, des projets qui s'arrêtent, ou qui sont délayés, ou qui sont ramenés à plus tard. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont pas comme d'habitude, pas comme la normale, pas comme elles étaient il y a encore 3 mois. On sait bien que lorsqu'on est comme ça dans des modes qu'on appelle des modes dégradés, c'est là que se niche tout le facteur humain et c'est là que se nichent toutes les difficultés et qui vont mener aux échecs de l'organisation, aux problèmes de coûts, aux problèmes de santé et aux problèmes de sécurité. Les accidents sont la plupart du temps liés au fait qu'on est en train de travailler dans un mode qui n'est pas le mode habituel. Et là, ce qui est nouveau, c'est pas qu'on va travailler dans un mode inhabituel, c'est pas qu'on va travailler dans un mode dégradé. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va travailler durablement dans un mode dégradé, et puis dégradé partout et partout en même temps.
Et ça, donc, c'est le point sur lequel on va insister le plus aujourd'hui, parce que c'est ce qui nécessite le plus de préparation, le plus d'explication pour remobiliser les gens et leur donner un peu le sens de ce qu'on va faire à partir de maintenant quand on va reprendre le travail. Enfin, il y aura le troisième étage de la fusée, alors il viendra. Aujourd'hui, on pourrait se perdre en conjecture. On est au stade des hypothèses. Je vous en proposerai trois tout à l'heure, trois hypothèses sur quel sera le travail de demain, qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise, qu'est-ce que ça va changer cette crise durablement dans nos manières de travailler. Mais l'enjeu, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer du stade 1, de l'étage 1, à l'étage 2. Vous savez, dans un discours médiatique qui est passé du mode c'était mieux avant à un mode qu'est-ce que ça va être bien après, il faut essayer de ménager une place pour le présent et mobiliser nos salariés, c'est leur donner à voir ce qu'on va faire aujourd'hui et comment on va prendre en charge cette notion de travailler durablement en mode dégradé. Je vais vous donner la parole, je vais vous faire travailler un petit peu, histoire qu'on parte aussi de vos représentations à vous et puis de votre vécu à vous. On vous a préparé quelques petits sondages tout au long de ce webinaire pour qu'on puisse ajuster aussi notre discours à ce que vous avez envie de nous dire et de ce que vous vivez. Alors, je vais essayer de le faire. C'est technique, c'est la première fois, donc on va le découvrir un peu ensemble. Je vais vous poser trois questions, vous verrez, ça va s'afficher sur votre écran. La première de ces questions, ce sera de nous dire, sur cet étage 1 de la fusée, sur le plan des mesures sanitaires, votre entreprise, comment est-ce que vous la considérez? Alors, on n'a mis que trois modalités de réponse, hein, c'est pour faire des contrastes et puis avoir une vision de l'ensemble. On n'est pas sur un sondage extrêmement précis avec méthode des quotas, on n'est pas sur une enquête de sociologie. Mais vous-même, sur le plan des mesures sanitaires, est-ce que votre entreprise, vous avez envie de dire, OK, on contrôle la situation? Est-ce que vous avez envie de dire, on est en difficulté, on a encore des choses à faire sur ces notions de gestes barrières, de travailler sur la partie sanitaire et la protection du microbe et du virus? Ou est-ce que vous ne savez pas parce que vous n'êtes peut-être pas encore retourné dans votre entreprise ou vous ne sentez pas les choses ou vous n'êtes pas rassuré sur les choses? La deuxième question que je vous poserai, c'est votre entreprise, est-ce qu'elle a organisé ce temps d'échange dont je vous parlais, cette fameuse décharge des émotions? Est-ce qu'il y a eu des temps collectifs où on a pu parler de ça, de notre vécu? Alors oui, dans l'ensemble des équipes, éventuellement dans certaines équipes, non, on ne l'a pas fait, ou là aussi, la modalité, vous ne savez pas. Et enfin, une question importante, les trois leçons, mais celle-ci est particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Pour la période qui s'ouvre, cette rentrée dans un nouveau monde, un mode dégradé permanent, comment vous trouvez les équipes de votre entreprise? Alors, est-ce que vous trouvez qu'elles répondent, qu'elles sont présentes, qu'elles sont mobilisées, qu'elles sont là, qu'on peut compter sur les équipes? Donc, c'est contrasté, donc c'est plutôt l'un, plutôt l'autre. Est-ce qu'elles sont plutôt, non, au contraire, démobilisées? On a de l'expression de crainte, on a du désengagement, on a des gens qui ont de la difficulté à revenir au travail. Ou là encore, peut-être que vous ne savez pas, parce que peut-être que vous n'avez pas encore repris le travail ou eu le temps de faire ces tests-là. Alors, je vous lance le sondage. Rassurez-vous, je ne vous laisse pas tout seul. J'essaie de vous expliquer comment ça marche. Hop. Alors, là, sur votre écran, vous voyez apparaître les questions et normalement, vous pouvez cliquer. Je vois que les réponses sont en train d'arriver. Donc, sur les plans des mesures sanitaires, comment est-ce que vous voyez votre entreprise? Majoritairement, on contrôle la situation, je ne sais pas, ou plutôt en difficulté. Voilà, je vais fermer le sondage dans un court instant. Les derniers qui doivent répondre. Allez, on n'a plus de réponse. Je ferme le sondage. On va regarder les résultats. Alors, le résultat, vous voyez, 90%, OK, majoritairement contrôle de la situation. Donc, ça correspond à ce que nous, on voit dans l'ensemble des entreprises où on intervient. Et vous voyez que le sujet, il n'est plus là. Et le sujet, effectivement, il n'est plus là. Je pense que tout le monde a bien compris comment on se protégeait du virus. On a tous vu plusieurs fois et maintes fois les messages du gouvernement, notamment à la télévision, on les a entendus à la radio. Donc, le sujet n'est plus là. 3% qui sont en difficulté, moi, je vous invite quand même à
à pas laisser de côté cette étape-là avant de passer à la suite. Et donc, il y a certainement de l'énergie à remettre. Pour les personnes qui ne savent pas, bon, ben, on n'est pas là dans la possibilité d'un échange. Il faudrait savoir si on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore été au travail ou si on ne sait pas parce que, effectivement, on a des difficultés à imaginer ce que ça pourrait être. Mais vous voyez que dans la grande majorité, les personnes sont aujourd'hui plutôt dans la maîtrise de ces questions sanitaires. Question suivante. Alors, le sondage est lancé. Dans votre entreprise, est-ce que vous avez organisé des temps d'échange autour des vécus des personnes? Oui, dans l'ensemble des équipes. Dans certaines équipes, non, on ne l'a pas fait et je ne sais pas. Alors, c'est drôle parce que moi, je vois le sondage se remplir en temps réel avec des réponses qui se rattrapent les unes des autres. Allez, on va fermer le sondage. Encore quelques réponses qui arrivent. Voilà, je pense qu'à peu près tout le monde a répondu. Je ferme le sondage et je vous le partage. Alors, vous voyez, 20% d'entre vous seulement ont fait ce travail-là dans l'ensemble des équipes. 45% l'ont fait dans certaines, 30% ne l'ont pas fait. Pour les 5%, je ne vais pas me faire votre porte-parole, puisqu'effectivement, on ne sait pas pourquoi vous ne savez pas. Vous voyez, pour les 30% qui l'ont pas fait, moi, je vous invite à y réfléchir. C'est pas facile, notamment si on est sur du travail posté dans un environnement industriel. C'est pas non plus très compliqué. On réunit les personnes, par exemple, dans l'espace communication, et puis il faut qu'on ait ce petit temps d'échange. Il faut simplement qu'il y ait un peu de silence, hein, qu'on puisse s'entendre. On peut préparer les managers à le faire. C'est pas la peine d'être psychologue hein, pour faire ce type de prestations. L'important, c'est que chacun puisse parler et surtout que dans la posture, on ne soit pas dans une optique de dire aux gens voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous devez vivre. Mais ça, vous l'avez compris. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun. Alors, poser des questions type comment vous revenez du confinement, quel est votre état d'esprit, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant dans le travail, qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire éventuellement dans le travail. Laissez les gens parler, laissez les gens s'exprimer et ça fera déjà beaucoup pour la remobilisation, pour la reprise du travail et pour qu'on reconstruise ensemble quelque chose de collectif hein, autour de ce qu'on a vécu. Parce que, et je l'ai un peu éludé tout à l'heure, le confinement, on l'a vécu de manière individuelle la plupart du temps ou en famille, mais le collectif a été assez peu mis en avant dans la partie vraiment confinée des 3 mois qu'on a vécu. Enfin, une question qui nous servira tout à l'heure, donc je vous invite à bien réfléchir à ce que vous répondez. Voilà, le sondage est lancé. Et maintenant qu'on va attaquer le deuxième étage de la fusée, qu'on va commencer à devoir travailler ensemble dans un mode dégradé permanent et être inventif et trouver des manières de faire et de s'en sortir, comment elles sont vos équipes? Elles sont plutôt mobilisées. Alors c'est très tranché, hein, c'est fait exprès, sinon on n'est pas assez nombreux pour faire une analyse très fine. Est-ce qu'elles sont plutôt mobilisées? Est-ce qu'elles sont plutôt démobilisées? Ou est-ce que vous ne savez pas? Alors, je vois que les réponses viennent un peu plus lentement que sur les 2 premières questions. Donc, ça interroge peut-être un petit peu plus en profondeur et ça oblige un peu plus à réfléchir sur au fond qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'ai vu de mes équipes. Quasiment tout le monde a répondu. Je ferme le sondage. Ah, il y a encore quelques votes. Voilà. Et je vous le partage. On s'en sort bien au niveau technique. Hein. Alors, vous voyez, 13% ne savent pas, donc je vais encore pas être leur porte-parole. Et 66%, les 2 tiers d'entre vous pensent que les équipes sont présentes et mobilisées, et 22% expriment des inquiétudes sur la démobilisation, la crainte. Ben, c'est bien ces sujets dont on va parler aujourd'hui, mais on y reviendra. Vous voyez quand même que dans l'ensemble, on est tous
on observe tous, enfin nous on l'observe chez nos clients, des équipes qui répondent quand même plutôt présents, qui sont plutôt là et qui sont mobilisées. Alors vous pourriez me dire, bah voilà, le webinaire est fini, il n'y a pas de questions. Hein. Non, c'est pas où je veux en venir. Ce que je veux essayer de vous faire toucher du doigt, c'est que la question de la mobilisation des équipes, elle n'est peut-être pas exactement là où on l'attend par rapport aux événements qu'on va vivre ensemble à partir de maintenant. Je vais noter votre réponse, 66%. Pas l'oublier tout à l'heure. Alors, est-ce que la technique va suivre? On dirait bien que oui. Pour préparer ce webinaire, on vous a proposé de répondre à un certain nombre de questions, d'exprimer des choses dans le lien qui permettait l'enregistrement ou l'inscription. Et on a vu un foisonnement de questions nous arriver. Alors, on retrouve toutes ces questions de mesures sanitaires, hein, comment ça va se passer, comment on va faire. Beaucoup de choses sur le télétravail. C'était assez peu présent, mais il y avait quand même des gens qui nous disaient attention, il va y avoir des répliques. La question des moyens qui est revenue, et nous, c'est vrai qu'on la voit aussi hein, chez nos clients, cette question de quels moyens j'ai à ma disposition pour faire tout ce qu'il y a à faire maintenant. En filigrane, la question de la confiance économique. Mais la question centrale, hein, celle qui est revenue dans à peu près toutes vos remontées et que nous, on croise au quotidien auprès de nos clients et auprès de nos prospects, c'est comment est-ce que je vais remobiliser mes équipes. Donc, vous voyez déjà, la question, on la pose, on sent qu'il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui se trame autour de ça, mais déjà 66% d'entre nous disent c'est déjà bien. On part d'une base avec des gens qui sont déjà mobilisés et qui sont volontaires et qu'on voit présents et qui sont à nos côtés pour redémarrer l'activité. Alors pour ceux qui n'ont pas répondu, les équipes sont mobilisées. Pour les 22% qui ont dit bah, moi je les sens plutôt démobilisés et pour les 13% qui ont dit bah, moi je ne sais pas, il y a une question quand même qui se pose, c'est pourquoi craindre cette perte de motivation? On serait en salle, là je ferai circuler la parole, malheureusement le format ne le permet pas, mais prenez un instant pour vous demander, mais au fond, qu'est-ce que je crains? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver qui fasse que les gens soient pas là, soient pas présents, répondent pas OK? Quels sont les enjeux? Quelles sont les craintes, les représentations qui peuvent se cacher derrière cette question-là, qui est une question qui se pose hein, et qui est répandue globalement dans l'espace public. Si vous avez commencé à répondre à cette question, ben moi je vais vous donner 2 conseils de psy du travail, de psychologue du travail, pour aborder cette question de la motivation et du réengagement des personnes à l'issue de la crise. Les gens, ils seront mobilisés dans la mesure où ils peuvent se reconnaître dans ce qu'ils font. La clé de la motivation, la clé de l'engagement, c'est la reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance? Eh ben nous, les psychologues du travail, on a une espèce de mantra qu'on aime bien asséner, et je vais vous l'asséner aujourd'hui. C'est que la véritable reconnaissance au travail, c'est le fait de donner les moyens de le faire correctement. C'est pas distribuer les médailles, c'est pas la tape dans le dos. Ça peut être très important, la tape dans le dos, ça s'appelle la gratification. Ça peut être très très important de poser des actes, de prise en compte, de prise d'acte, que tel ou tel travail a été fait correctement et que c'est bien. Mais la reconnaissance dont on parle nous et qui fait que les gens ils vont aller au travail, c'est leur capacité de se reconnaître dans le travail, de dire oui là je fais mon travail, je fais ce qui est mon travail, je fais ce qui est mon métier. Si je suis boulanger, je veux faire du vrai pain. Si je suis soudeur, je veux faire des vrais cordons de soudure. Je veux bosser dans de bonnes conditions et faire un travail de qualité. Et si on veut remotiver les gens et si on veut leur donner de l'engagement au travail, il faut être en capacité de leur donner les moyens de faire correctement leur travail. Tout ça, ça se discute. Hein. Qu'est-ce qu'un bon travail? C'est des choses qui se discutent dans le collectif de travail. Mais on a globalement une idée de qu'est-ce que c'est qu'un bon boulot, qu'est-ce que c'est qu'être un bon ingénieur, qu'est-ce que c'est qu'être un bon consultant chez Expectra. On voit quand même ce que c'est. Et le faire correctement, c'est ça qui va donner de la reconnaissance et qui va permettre aux personnes d'être engagées et d'être mobilisées autour de leur travail. Alors vous allez me dire que je suis bien gentil, je vous entends, mais dans le contexte qu'on est en train de traverser, donner les moyens de faire le travail correctement, ça va pas être simple et ça va pas être facile. Eh bien, on a un deuxième conseil de psychologue du travail à vous donner. Ne dites pas que vous faites tout bien, mais montrez que vous faites pour le mieux.
Ne créez pas d'attente impossible à tenir, ne niez pas les difficultés, ne dites pas nous sommes en maîtrise complète et totale de l'ensemble des paramètres. De toute façon, c'est pas vrai. Et puis en plus de ça, souvenez-vous quand même de ce qu'on a vécu. 15 jours avant le confinement, c'était une grippette, il fallait aller au théâtre parce qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et puis après, on a confiné les écoles, mais ça allait s'arrêter aux écoles. Puis après, on a confiné toute l'entreprise, toutes les entreprises. Il fallait faire des bons pour sortir, il fallait faire des bons pour rentrer. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. On avait des consignes qui étaient assez contradictoires un peu partout. Personne ne vous tiendra à rigueur de ne pas avoir tenu la totalité du processus, du début jusqu'à la fin, avec une pleine gestion et en pleine qualité de tout ce que vous pouviez mettre en œuvre. Ce qu'on va attendre de vous, c'est aujourd'hui de poser des actes concrets, de faire des choses concrètes et de montrer que vous faites pour le mieux. Et c'est ce qu'on va aborder à partir de maintenant. Qu'est-ce que c'est que faire pour le mieux? Mais derrière cette injonction que je vous fais aujourd'hui, ne dites pas que vous faites tout bien, mais montrez que vous faites pour le mieux. Il y a plein de choses derrière. Il y a aussi comment on parle aux équipes, comment on les fait participer, comment on les implique dans l'ensemble des décisions qu'on prend. Alors, excusez-moi, je faisais un point sur ce que mes collègues me disaient pour l'animation de ce webinaire. On va passer à cette notion de mobiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mobiliser? Mobiliser les équipes, c'est la question qu'on avait prévu de traiter ensemble. Et bien, il y a une première étape par laquelle il va falloir passer, de notre point de vue, c'est l'étape de l'évaluation. C'est l'étape la plus importante au moment où on parle. Il faut s'évaluer, savoir d'où on part, afin de pouvoir donner à voir où est-ce qu'on va, comment on y va, et quels sont ces fameux gestes et ces fameux actes qu'on va poser, qu'on va essayer de faire pour le mieux et pour lesquels on va donner aux équipes le sens des actions que l'on mène. Il faut rentrer dans une phase d'évaluation. Et pour faire cette phase d'évaluation, nous, on va vous proposer de faire un retour d'expérience et d'évaluer votre situation sur un ensemble de champs. Évaluer pour quoi faire? Alors, déjà, dans tout ce qu'on va vivre à partir de maintenant, il y a des éléments nouveaux qui arrivent, hein, les mesures sanitaires en sont, la gestion de la crise fournisseur, la gestion de la crise client en sont également des éléments nouveaux. Il va bien falloir qu'on les rentre à un moment donné dans le système de management ou dans le système de production de l'entreprise. Il va falloir rendre ça robuste. Il ne s'agit pas de continuer, excusez-moi de l'expression, à bricoler. Il va falloir rentrer ça dans nos systèmes habituels de travail, de manière à ce que ça devienne quelque chose d'habituel et avec lequel on a l'habitude de vivre. Il va aussi falloir que quelqu'un s'en occupe de tout ça. Moi, j'étais chez un client encore cette semaine, la semaine dernière. C'est le directeur général qui s'occupe des masques, du gel et de mettre des scotch par terre. Bon, faudra bien qu'à un moment donné, ça soit délégué et que les gens s'en occupent. Et vaut mieux peut-être une centaine ou même une dizaine de cerveaux qui s'occupent un peu de l'ensemble du problème qui se pose à nous, plutôt qu'un seul et unique cerveau qui s'occupe de tout. C'est un peu la même idée, mais il va falloir initier un pilotage de ça. Alors nous, on raisonne parfois en mode PDCA, pour ceux qui connaissent, hein, Plan, Do, Check, Act, c'est l'amélioration continue. Mais vous avez votre propre manière de piloter les actions. Il va falloir centraliser les plans d'action, les suivre, décider si des investissements sont à faire, décider si des ajustements d'organisation sont à faire. Donc, il va falloir piloter au quotidien l'ensemble de ces actions. Et enfin, il va falloir communiquer. Et communiquer, ça ne veut pas dire, et je le répéterai peut-être une dernière fois, ça ne veut pas dire on fait tout bien, mais communiquer sur les actions pour montrer que ce qu'on fait, ça a du sens, que ça s'appuie sur un diagnostic, que ça s'appuie sur une évaluation, et donc communiquer sur les actions que l'on fait, donc sur les actions que l'on pilote, que l'on a déléguées et que l'on a intégrées dans notre système de management. L'évaluation qu'on vous propose de faire, elle va servir à faire tout ça. Alors si c'est ça l'objectif, comment est-ce qu'on va le faire? Pour évaluer votre situation et savoir où vous en êtes aujourd'hui, où on rentre dans ce deuxième étage de la fusée, dans cette nouvelle dimension du travail, nous, on a identifié 5 pans, 5 thèmes, 5 dimensions qu'il s'agit d'évaluer. Il y en a une qui est centrale, c'est la notion de pilotage et de dialogue social. Avec cette crise, on a un peu rétabli
cette notion qui avait un peu été oubliée de contrôle social du travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consignes gouvernementales, notamment les ordonnances, demandent à ce que les CSE, les représentants du personnel, soient consultés sur un certain nombre de points. Et ça pèse et ça compte, notamment, par exemple, pour activer l'activité partielle, hein, les dispositifs de chômage technique ou d'activité partielle. Donc il faut le pilotage dont je parlais, est-ce qu'on a vraiment un cockpit avec la vision de tout ce qu'on est en train de faire? Et il faut un dialogue social nourri, constructif, enrichissant. Où est-ce qu'on en est sur ces points-là? Il y a une dimension, je vais prendre la partie qui est tout en bas, qui est assez facile à comprendre, qui est la dimension des mesures sanitaires. On a vu dans le sondage de tout à l'heure qu'il y a encore quand même quelques pourcents de personnes qui ne sont pas complètement à l'aise avec la manière dont on a mis en œuvre les mesures sanitaires, donc les gestes barrières, le gel, les masques, le contact avec le public. Mais ça, il va falloir l'évaluer aussi, hein. Il va falloir qu'on sache si on répond bien aux besoins sanitaires et si cette manière qu'on a d'y répondre est fluide et permet aux gens de travailler qui ne sont pas trop entravés dans leur travail. Il va falloir évaluer notre capacité à travailler dans ce nouveau monde que j'appelle le mode dégradé permanent ou le mode dégradé récurrent, avec des choses à mettre sous contrôle. Que pour les industriels parmi nous, comment est-ce qu'on gère la pro? C'est une question qui est vraiment d'actualité chez beaucoup de nos clients. L'ensemble des mesures, quels impacts elles peuvent avoir, ces mesures sur l'activité. Ce qui ressort aujourd'hui le plus chez nos clients, c'est la notion de pic et creux de charge. C'est-à-dire que les pièces arrivent, on se jette tous dessus, et puis les lignes, elles se vident parce que l'approvisionnement ne suit pas. Donc on a des personnes qui ont beaucoup de boulot, puis rien à faire, et tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'organiser pour le mieux, pour lisser la charge pour tout le monde. Et il y a tout ce qu'on peut imaginer autour du mode dégradé. Moi, je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui fait de la formation, comment ça s'appelle, les secouristes, là, les premiers secours et les secouristes du travail. Oui, bah, organiser durablement son travail quand on fait de la formation en massage cardiaque avec les gestes barrières, bah, c'est quand même pas évident. Vous avez la question RH juridique, on met un peu tout ça dans le même volet. La crise, elle a des impacts sur la vie des RH et sur les projets RH. La crise, elle a des impacts sur les plans de formation. Il y a des choses qu'on a pu faire, d'autres qu'on aura pu anticiper, d'autres qu'on ne pourra plus faire, des nouvelles formations peut-être à mettre en œuvre. Vous avez toute la question, si vous aviez en route des projets de QVT, de qualité de vie au travail. Vous aviez peut-être quelque chose en cours avec la marque employeur, avec le recrutement. Bah, ce sont des projets qui vont être drôlement interrogés par la période qui s'ouvre à partir de maintenant. Vous aviez toute la question des effectifs, vous aviez peut-être des recrutements en cours, vous aviez des plans pour affecter un certain nombre d'effectifs à des activités en particulier. Bah, si c'est les activités les plus impactées par la crise, ma foi, c'est tout des choses qu'il faut revoir. Et puis vous avez la question de l'activité partielle qui est extrêmement importante. On attend des précisions sur les projets du gouvernement concernant l'activité partielle. Est-ce qu'elle va s'étaler sur un an? On parle même de 2 ans dans certaines presses. Est-ce qu'il va y avoir des choses à mettre en œuvre et comment est-ce qu'on a géré cette mise en route de l'activité partielle? Est-ce qu'on a bien fait nos déclarations? Est-ce qu'on a bien demandé les remboursements? Il y a 2 ou 3 semaines, la ministre du Travail pointait le fait qu'une grande majorité d'entreprises n'avaient pas demandé les remboursements. Ont-ils compris qu'il fallait demander les remboursements? Donc, il y a un état des lieux à faire sur l'impact RH et juridique de la crise et de la période qui s'ouvre à partir de maintenant. Et puis, bah, je termine par ce qui est un peu, nous, aussi notre cœur de métier, qui est la question du management et des risques psychosociaux ou la prévention des risques psychosociaux. Alors là, il y a énormément de choses à évaluer. Hein. Comment ça s'est passé, le management à distance, quelles leçons on en tire, hein, le télétravail, qu'est-ce qu'on fait en télétravail, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en télétravail, comment on organise ces choses-là, comment on accompagne les équipes dans cette mise en route dont on est en train de parler. Comment on va travailler sur le pilotage d'équipe et de manière extrêmement opérationnelle, par exemple sur les objectifs. Si vous avez une équipe de commerciaux qui n'a pas travaillé pendant 3 mois, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que l'année dernière? Est-ce qu'on leur donne une visibilité sur leurs objectifs tels qu'on les sent aujourd'hui pour qu'ils puissent aussi se remettre au travail avec cette sérénité de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux, à quel niveau est-ce qu'on les attend?
Il va falloir prendre en compte les inquiétudes. Les inquiétudes, elles sont dans le champ psychosocial, hein, mon stress. Elles sont aussi dans le champ médical. Il va falloir travailler avec le médecin du travail. Et puis, tout ça, ça remet en question notre capacité à collaborer ensemble dans le collectif de travail, à faire des choses ensemble et à se remettre dans une dimension collective de l'activité. Alors cette évaluation, elle peut vous paraître extrêmement compliquée. Il ne faut pas se lancer dans des usines à gaz, hein. Déjà, j'ai envie de le mentionner, vous allez avoir dans l'ensemble des régions et puis au niveau national tout un tas de dispositifs qui vont être mis à votre disposition pour vous aider à faire ce type de diagnostic. Par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la partie industrielle, ce diagnostic il sera gratuit. Si vous faites moins de 5000 salariés et moins de 5 milliards de chiffres d'affaires, on pourra être à même de vous faire gratuitement ce diagnostic-là. Vous avez aussi la CARSAT qui est là pour ça, vous avez la médecine du travail qui peut vous aider, vous avez la possibilité de lancer peut-être des sondages ou des baromètres. Il faut un peu les travailler, mais il n'y a pas une grande difficulté à faire ça. L'inspection du travail, je ne sais pas si je l'ai cité, mais la directe aura aussi un certain nombre de dispositifs à proposer. Alors peut-être pas pour financer complètement gratuitement, mais en tout cas pour aider et orienter sur la manière dont on fait ce diagnostic. Vous pouvez bien sûr prendre des consultants, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et puis vous pouvez tout simplement mettre des experts de ces questions-là dans une salle avec des post-it rouges et des post-it verts, et puis animer des réunions dans un format qu'on a l'habitude de faire hein, dans l'entreprise en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui nous reste à mettre sous contrôle, ce sur quoi on est au contraire plus en maîtrise. Et puis en partant de ce diagnostic qui va être co-construit entre professionnels, vous serez en capacité de dire voilà nos priorités pour les mois qui viennent, pour les semaines qui viennent. Et puis on refait l'exercice un peu dans un format d'amélioration continue. On refait l'exercice dans 2 mois, dans 3 mois avec les nouveaux éléments. Et puis on verra ce qui avance et ce qui avance pas. Mais vous avez besoin de faire cette évaluation. Cette évaluation, c'est une dimension extrêmement importante de mise en cohérence, de faire l'état des lieux, la base, sur quoi on est en train de construire, de mise en cohérence et donc de remobilisation des équipes. Les équipes, elles attendent de vous, on l'a dit tout à l'heure, non pas de dire on fait tout bien, mais de montrer qu'on fait pour le mieux. Et si on veut faire pour le mieux, il faut être en capacité de partager ce diagnostic. Alors évidemment, vous n'allez pas partager à l'ensemble des salariés ce qui a marché ou pas marché dans l'aspect administratif de l'activité partielle. En revanche, dire à l'équipe, on se rend compte qu'en termes de management à distance, on a des choses à régler. On se rend compte qu'en matière de gestion prévisionnelle de la charge de travail, on a des choses à régler. Et puis qu'en matière de mesures barrières, dans tel ou tel atelier ou dans tel ou tel bureau, on a des difficultés, il faut qu'on les résolve. Ça va remobiliser les gens parce que ça donne vraiment une base solide à l'action que vous menez. Je vais vous faire travailler à nouveau, si vous en êtes d'accord. Alors la question, elle est rhétorique, puisque vous ne pouvez pas me répondre. Je vois que Étienne, moi, qui me dit oui, donc il est prêt à travailler aussi. Je vais vous poser 2 sondages. Premier sondage, vous me répondez sur laquelle de ces dimensions vous êtes vous-même le plus optimiste. Et puis deuxième sondage, vous répondez sur laquelle de ces dimensions vous êtes le plus inquiet. Vous pouvez répondre plusieurs fois, mais n'êtes pas optimiste surtout et inquiet surtout. Il faut qu'on puisse dégager des contrastes. Si vous hésitez entre 2 points, vous pouvez répondre sur les 2 points. Hein. Alors, je recommence. Le plus optimiste, j'insiste, là où ça va le mieux pour vous, là où vous vous sentez le plus à l'aise aujourd'hui. Voilà, c'est affiché. Est-ce que c'est sur le pilotage et le dialogue social? Est-ce que c'est sur la question RH? Est-ce que c'est sur le management, les risques psychosociaux? Est-ce que c'est sur les mesures sanitaires que vous êtes le plus optimiste? Ou est-ce que c'est sur le fait d'être prêt à travailler durablement dans un mode dégradé? Alors, les réponses sont en train de se collecter. On aura un pourcentage supérieur à 100, hein, puisque certains d'entre vous répondent à deux dimensions. Voilà, bientôt, presque tout le monde aura voté.
Allez, je ferme. Encore un. Voilà, je ferme et je vais vous partager le résultat. Alors moi, je les vois en tout petit. Alors, 70% des mesures sanitaires, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vous voyez, la question RH est en avance par rapport à la question du pilotage et du dialogue social, par rapport à l'organisation du travail en mode dégradé. Est-ce que c'est un effet de la population qui participe à ce webinaire? C'est une possibilité. Mais vous voyez, management et risques psychosociaux. Alors, on verra peut-être, je ne sais pas si ça donnera une réponse en creux sur la question de l'inquiétude, mais on voit bien que c'est pas là où on est le plus optimiste. Mais en tout cas, puisqu'on est sur la question de l'optimisme, c'est intéressant de noter que la réponse qui recueille le plus de réponses positives, c'est la question des RH et de la maîtrise RH. Alors, c'est pas non plus énorme, puisqu'on vous demandait le plus optimiste, évidemment, on peut pas atteindre 5%. RH, dialogue social, organisation du travail en mode dégradé, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est relativement optimiste de votre point de vue. Et ça m'incite à vous lancer rapidement la question corollaire. Sur quelle dimension de ce diagnostic vous êtes le plus pessimiste aujourd'hui? Alors moi, je vois les résultats en temps réel et c'est intéressant. Allez, le plus pessimiste, on n'est pas encore à 80% de participation. Je vais fermer, je ferme et je vous partage le résultat. Bon, on a alors, vous voyez, un résultat de 44% de pessimistes sur l'organisation du travail en mode dégradé, donc ce qui veut dire qu'on a bien une espèce de clivage. Parmi vous, il y a ceux qui vraiment sont tranquilles par rapport à ça, puis ceux qui ne le sont pas, donc il y a des situations extrêmement différentes. On a un peu le même effet sur le pilotage et le dialogue social, c'est-à-dire des gens très rassurés et des gens pas rassurés. RH 12%, bon, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Et par contre, vous voyez bien que là où on se sent le moins en sécurité, c'est sur la question du management et des risques psychosociaux. Alors ça tombe super bien parce que c'est ce dont on allait parler maintenant. Donc, vous m'auriez dit le contraire, moi j'aurais été extrêmement embêté. Mais au-delà de ça, vous voyez, des situations clivées, hein, c'est ça qui est intéressant. Alors là, on n'est pas sur une dimension sociologique, encore une fois, on n'est pas sur une étude très précise, mais on sent bien que tous les cas sont dans la nature et que tous les cas sont possibles et que tout le monde vit de manière différente hein, la période qu'on est en train de vivre. Hein. Je trouve que ça ressort bien et ce 65% de je suis plutôt inquiet sur le management et sur les risques psychosociaux, ben, ma foi, les choses sont bien faites puisque c'est ce dont on va parler maintenant. Je vous ai promis en introduction qu'on allait discuter de ce que la crise elle a permis de recentrer, de mettre en évidence, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, en commençant directement dans le dur avec toutes ces craintes hein, qu'il est tout à fait normal de ressentir et que vous avez exprimées à l'instant et au moment de votre inscription. Et j'appelle ça, moi, les oiseaux de mauvais augure. Hein. Alors, je prends deux exemples. Je prends un sondage qui est paru sur le Figaro. Alors, c'est pas un vrai sondage, hein, c'était un questionnaire pour les lecteurs, hein, donc ça n'a non plus de dimension sociologique. Est-ce que vous êtes pressé de retourner sur vos lieux de travail? Non, à 53%. Alors, le lieu de travail, ça ne veut pas dire retourner dans son travail hein, ou refaire son travail, hein, c'est bien le lieu de travail. Enfin, quand déjà plus de la moitié des gens vous disent « je ne suis pas pressé de retourner dans mon usine ou dans mon agence », c'est quand même compliqué. Et puis l'enquête Harris Interactive, alors elle c'est une enquête avec la rigueur méthodologique de l'enquête de type sondage, avec méthode des quotas, qui nous montre quelque chose d'assez catastrophique, hein, si on veut le regarder comme ça. Alors je vous ai pas mis les scores de départ, j'ai marqué que les écarts, hein, c'est-à-dire de combien on est descendu, parce qu'on n'est pas très intéressé par d'où on part, ce qui nous intéresse c'est la chute. Hein. Les salariés qui se déclarent moins satisfaits de leur emploi en perdent 18%. C'est pas négligeable, hein, ça fait quasiment 1 sur 5. De leur employeur, on perd 10 points. Donc, moins satisfait de son employeur, 10 points.
Moins motivé pour faire de son mieux, ça c'est peut-être la dimension la plus inquiétante par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la capacité à faire bien son travail. 12 points qui nous disent je ne suis pas motivé pour le faire bien, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Ils recommandent moins leur employeur, 11 points, et se disent moins fiers de leur travail. Ça aussi, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on revienne rapidement pour comprendre un peu le tableau qu'on a sous les yeux. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de la corde et puis on arrête tout de suite. Non, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Ce qu'on est en train de faire, ce que la crise initie, il faut comprendre ce qu'il y a derrière et surtout imaginer ce que la crise elle a mis en évidence et ce qu'elle a mis en valeur pendant la période de confinement surtout, et qui sont des sujets dont on n'a pas vraiment l'habitude de discuter et qui ne sont pas souvent mis en avant, en tout cas sur la scène médiatique et dans l'espace public. Et peut-être que ces sondages-là, ils ne sont pas taillés pour l'appréhender ça, et qu'on n'a peut-être pas les bonnes lunettes pour voir les choses qui se passent vraiment. Après, les oiseaux de mauvais augure, moi je vous propose, alors peut-être pas des hirondelles qui annoncent le printemps, mais en tout cas des éléments qui donnent un peu à réfléchir autrement et à se dire, malgré tout, parce que moi je ne veux pas nier la crise et je ne veux pas nier la crise économique et je ne veux pas nier les difficultés, il y a quand même des choses positives qui sont passées sur lesquelles on va pouvoir bâtir. D'abord, a fait irruption dans le débat public cette question de l'utilité sociale et du sens du travail. Moi, j'ai un exemple qui me vient à chaque fois parce que cet exemple, il est pour moi tout à fait fondamental. On a, pendant la crise sanitaire, sur décision administrative, autorisé les pharmaciens à fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc des gens qui ont bac plus, je ne sais plus combien, 7 ou 8, et qui savent formuler des tas de choses avec des médicaments et tout ça, on leur a quand même autorisé à mélanger de l'alcool, de l'eau et de l'eau oxygénée et du gel d'aloe vera. Donc il y a quelque chose qui s'est quand même décloisonné sur la question du travail. Les soignants nous disent, nous on a fait notre boulot, quoi. On a soigné. On n'avait pas de reporting, on n'avait pas de tâches administratives dont on ne comprend pas le sens, on n'avait pas tous ces reportings habituels qu'il faut faire, notamment vis-à-vis de la prescription médicale. Tout ça, ça a été mis de côté et nous, on a fait notre job, on a soigné, quoi. On a mis des patients sur le ventre, on leur a administré des médicaments, on les a intubés, voilà, c'est notre métier. On l'a vu des chercheurs aussi, les chercheurs ils nous disent, non, ça fait 3 mois qu'on n'a pas été chercher les crédits, qu'on n'a pas monté des tas d'opérations pour essayer de trouver 2-3 sous, mais qu'on s'est penché sur les molécules et qu'on s'est penché sur les microbes. Ça, c'est les métiers du soin qui étaient très en avant pendant la période de la crise sanitaire. Mais on a vu la même chose chez les caissières, on a vu la même chose chez les livreurs, on a vu la même chose, alors avec un peu plus de nuances et de difficultés chez les professeurs, qui eux en creux nous ont dit, nous on est en difficulté pour faire notre métier, mais du coup notre métier il est mis en avant et notre métier il est discuté, et qu'est-ce qu'il y a dans notre métier? Et c'est ça qu'on appelle le travail réel. Ce qui a été mis en lumière, c'est le travail réel que doivent vraiment faire les gens quand ils sont dans leur travail et quand ils veulent faire du bon boulot. Moi, j'appelle ça ce qu'on a vécu pendant cette période bien ponctuelle de crise sanitaire, j'appelle ça le travail hors cadre. Habituellement, il y a le travail, il y a ce qu'on a à faire, et puis il y a le cadre autour. Le cadre, c'est les réunions auxquelles il faut participer, c'est les reportings, c'est toutes les exigences du travail et qu'on crée dans l'organisation, avec une part de bureaucratie, avec une part de contrôle, qui sont tout à fait nécessaires. Il y a besoin que l'entreprise soit administrée, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais qui peuvent parfois manquer de sens parce que c'est pas mis en discussion, parce que c'est pas créé avec les équipes, parce qu'on leur explique pas à quoi ça sert. Tout ça, ça a été mis en dehors de tout. Le travail a été sorti de ce cadre-là et le travail a été remis en avant. Et donc, on a posé une loupe sur le contenu du travail. Et c'est bien ce contenu du travail qui forge l'identité, qui forge le sentiment d'appartenance et qui forge, comme on l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance au sens de je me reconnais dans le travail. Et ça a créé une attente. Ça a créé une attente chez les gens qui ont vécu ça. Je suis allé chercher mon drive dans mon supermarché l'autre jour, et puis le petit jeune qui met le sac dans le coffre, je lui demande alors, ce déconfinement, comment ça se passe? Et il a souri et il m'a dit on voit que c'est le déconfinement, les chefs sont revenus et on a à nouveau des indicateurs à rentrer dans des tableaux. Bien évidemment que je caricature, mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'on a aussi, pendant cette période de déconfinement, pour ceux qui ont travaillé comme pour ceux qui sont restés à la maison ou à l'écart du travail,
générer un dialogue intérieur, un dialogue avec ses proches sur, mais au fond, mon travail, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a de l'intérêt? Qu'est-ce qui fait sens? Dans quoi je me reconnais? À quoi j'appartiens quand j'appartiens à tel ou tel métier? Et ça, pour nous, les psychologues du travail, c'est quand même une opportunité extraordinaire parce que on a libéré le travail. On a beaucoup parlé de libérer les organisations. Et bien là, on a libéré le travail, on l'a donné à voir, on a réfléchi sur notre travail. Alors par rapport à ça, il y avait un article des Échos la semaine dernière qui disait tout va reposer sur les managers. Oui, beaucoup de choses vont reposer sur les managers, mais qu'est-ce qui va reposer sur les managers pour qu'on avance sur ces sujets du travail qui a été remis au centre grâce à la crise? Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un manager a à faire dans l'entreprise pour remobiliser son équipe et remettre en route le travail et le collectif de travail? Évaluer l'impact des modes dégradés sur la charge de travail. Est-ce qu'on a plus ou moins de travail? C'est pas bien d'en avoir trop, c'est pas bien d'en avoir pas assez. Donc il faut qu'on évalue. On peut jamais vraiment mesurer, mais on peut toujours évaluer quelle est la charge de travail des équipes. Est-ce qu'elles sont en surcharge? Est-ce qu'elles sont en sous-charge? Et qu'est-ce qu'il faut réaménager? Comment on travaille là-dessus? Il faut trancher ce qui peut être reporté, ce qui peut être mis de côté. Dans l'hypothèse où on est en surcharge de travail, il y a des choses, là, c'est plus la priorité. Il va falloir faire des choix. Il va falloir identifier comment chacun peut contribuer au mieux. Alors, contribuer au mieux dans le quotidien, comment je vais aider, comment je participe, comment je fais au mieux, et puis aussi dans les projets, parce qu'il faudra bien redémarrer les projets. L'entreprise, c'est une somme de projets, donc il y a des nouveaux produits, il y a des tas de choses à faire, et les gens sont engagés là-dessus. Comment on redémarre ça? Ajuster les objectifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on est sur une ligne de production, par exemple, et qu'on produisait 120 pièces à l'heure, est-ce qu'avec les mesures barrières, on est toujours en capacité de produire 120 pièces à l'heure, ou est-ce qu'on se dit que c'est 110 et puis qu'il y a des temps? Et comment on aménage les temps pour faire les gestes barrières, les mesures de protection? Sur une chaîne de production en cycle, on peut engager un trou, puis quand le trou il passe, on se lave les mains. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses, mais il va falloir le mettre en place. Il va falloir éviter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du petit jeune qui m'a mis le cabas dans mon coffre, éviter le retour du contrôle pour le contrôle. Autant, oui, il faut que l'entreprise soit administrée, et donc il va falloir qu'on ait un certain nombre d'indicateurs pour qu'on sache où on en est et qu'on sache où on va, mais si on les construisait ensemble, et si on les construisait sur la base de ce qui est important là maintenant tout de suite pour faire le travail correctement. Il va falloir capitaliser sur tout ce pragmatisme, toute cette créativité qui ont été mises en œuvre pendant le confinement. Les gens qui étaient sur le terrain pendant le confinement, ils ont eu plein d'idées, ils ont fait plein de trucs. Ils ont imaginé plein de solutions aux problèmes qui se posaient. Et ben là-dessus, il va falloir qu'on jardine et qu'on fasse quelque chose de tout ce pragmatisme et de toute cette créativité. Vous l'avez compris, c'est le travail qu'il va falloir manager. Et c'est ça qui est la clé de notre point de vue de la sortie du confinement et du retour au travail. C'est on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé la période qu'on vient de vivre. Tout ce que je vous ai raconté sur les pharmaciens, les soignants, les caissières, on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. On s'est tous retrouvés, même en télétravail, à se dire, mais au fond, c'est quoi mon job? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer? Et on m'attend sur quoi? On s'est tous demandé ça. Et c'est donc bien le travail, l'activité, le contenu du travail qu'il faut qu'on manage maintenant. Et moi, je vous invite à faire un moratoire, à peut-être mettre provisoirement de côté les questions individuelles, l'évaluation individuelle des capacités des uns et des autres, vous savez, des compétences comportementales des uns et des autres. C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on s'organise et comment on travaille concrètement ensemble. Je donne que deux exemples, parce qu'on n'a plus le temps et puis je ne veux pas être trop long, puis je peux être extrêmement bavard. Je donne deux exemples. On s'est rendu compte, par exemple, que le télétravail, eh ben, c'est pas comme d'hab, mais à la maison. Quand je suis à la maison, quand je suis en télétravail à la maison, je fais autre chose. Je le fais autrement. Puis il y a des choses que je peux pas faire à la maison. Et puis il y a des choses que je fais bien à la maison, mais que je peux pas faire correctement au bureau ou au travail. Là, on a énormément d'opportunités pour réinventer des choses. Je donne un exemple. Nous, on fait de l'accompagnement sur document unique. Nos consultants qui font le document unique, leur boulot jusqu'à présent, c'était en partie d'aller chez les clients et puis de regarder les risques et puis de remplir avec eux le document unique. Ça, c'est plus possible en télétravail. Par contre, ça leur demande de réinventer leur manière de travailler. Ils ne sont plus là pour faire le document unique, mais ils sont là pour accompagner des clients qui vont faire leur document unique.
C'est pas du tout le même boulot, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus enrichissant. Alors, évidemment, nous, on ne veut pas que tout le monde se mette que à télétravailler, mais dans le travail de demain, il y aura peut-être une part de télétravail, une part de travail hors les murs, hors cadre, à distance, avec de nouvelles choses et des choses différentes et complémentaires qui vont venir compléter ce qu'on fait dans le collectif et dans l'entreprise. Un autre exemple, on nous demande beaucoup, avec les mesures sanitaires, là, tout ça, il faut se réorganiser, comment est-ce qu'on peut faire? Et ben nous, ce qu'on dit, c'est appuyez-vous sur les experts du travail. Et les experts du travail, c'est ceux qui le font. Donc, nous, on a créé une petite méthode où on va auprès des gens qui font le travail au quotidien et avec eux, on met en œuvre les modalités d'organisation qui vont permettre de respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières, etc. et de prendre en compte toutes ces difficultés du mode dégradé permanent qui va être le nôtre encore quelques mois. Vous voyez, s'appuyer sur ceux qui savent, et ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et donc, changer notre regard, repartir du travail, sortir de l'aspect, il y a une prescription et voilà les règles qu'il faut respecter, mais plutôt aller sur le terrain et regarder comment vous faites, comment on peut faire mieux, comment on peut vous aider à faire mieux. Et là, le management, il est aussi quelque part à réinventer dans beaucoup d'endroits, notamment du fait que beaucoup de managers aujourd'hui sont assez mal à l'aise parce que ils viennent de vivre une période de confinement où leur rôle pouvait parfois se limiter un peu à donner des consignes à distance, quoi. Moi, j'ai des cas à côté de chez moi de gens qui étaient sur le terrain et qui étaient managés par des managers confinés en télétravail. Et ça a créé une espèce de rupture. Eh bien, les managers sur le terrain, quoi, les managers auprès du travail, les managers au plus près des gens, au plus près de ceux qui travaillent. Voilà le recentrage sur le travail qu'a pu permettre la crise qu'on vient de vivre. Et tout ça pour conclure cette partie et puis aller voir un peu le troisième étage de la fusée de manière très rapide. Vous dire que, et je vais paraphraser le sociologue, ce qui est fragile aujourd'hui, c'est pas les acteurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 66% d'entre vous disaient non, les équipes, elles sont là, elles sont présentes. C'est pas les acteurs qui sont fragiles, c'est le système, c'est l'organisation, c'est la filière, c'est le collectif. Le collectif, alors dans l'entreprise et puis la chaîne logistique, c'est ça qui est fragile et qui a été fragilisé par la crise. C'est pas les gens. Donc il faut pas se demander comment on va remobiliser les gens. Il faut se demander comment on peut aider les gens qui sont mobilisés à venir consolider notre système, notre organisation, notre manière de travailler et notre filière de production. Alors la fusée a décollé, elle tourne autour elle a quitté la planète Covid-19 et il faut quand même pas qu'on s'interdise à réfléchir au travail de demain, au monde d'après, comme on dit aujourd'hui dans la presse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a quand même des défis pour le management dans ce qui arrive. Nous, on fait 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il y ait une crise économique et qu'elle soit durable. Ça, on y verra beaucoup plus clair en juin. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en juin, notamment 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, avec un âge de départ à la retraite qui recule. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Comment on les intègre? Donc, il y a une crise économique et potentiellement une crise sociale qui est latente. Et derrière cette hypothèse, il y a des enjeux de productivité, d'ajustement à une demande qui va être que fluctuante, ça c'est ce qu'on risque de voir. Et puis un enjeu majeur dans une période de crise qui est comment je conserve les compétences. Parce que si j'ai l'intention de redémarrer un jour, j'ai des compétences à garder. Donc là, il faut qu'on garde à l'œil les dispositifs que le gouvernement est en train d'essayer d'imaginer, notamment vis-à-vis de l'activité partielle. Deuxième hypothèse, une demande d'utilité pour soi du travail. Il se pourrait que malgré la crise, que malgré tout, les gens nous disent c'est bien gentil tout ça, mais moi, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice à venir travailler en termes d'épanouissement, en termes d'envie de bien faire, en termes de développement de mon métier, de développement de mes capacités professionnelles, et puis de surtout rester concentré sur des choses qui font sens pour moi et qui me donnent envie de me lever le matin. Et ça se pourrait très bien que la crise elle se traduise par ce type de demande et que ce type de demande s'inscrive dans la durée. Alors là, on va parler d'enjeux de télétravail, on en a parlé longuement, du temps de transport, de la QVT, de la reconnaissance. Et puis, il va falloir qu'on invente des organisations du travail qui redonnent du pouvoir d'agir aux gens, qui redonnent des marges de manœuvre aux gens. Et ça, c'est un enjeu de très longue haleine et qu'on porte depuis longtemps. Tout ce qui a été mis en œuvre, vous voyez, vous ne pouvez pas dire aux pharmaciens vous allez arrêter de faire du gel, quoi. Maintenant, il faut trouver une autre manière de fonctionner. Alors, je prends l'exemple des pharmaciens parce qu'il est
caricatural, mais dans nos entreprises, il y a plein de petits pharmaciens qui attendaient que faire du gel et puis à qui on disait non, tu fais pas du gel. Maintenant, comment on redonne les marges de manœuvre, du pouvoir d'agir et du pouvoir d'initiative aux salariés? Enfin, la préoccupation de la résilience. Alors, bon, c'est un mot d'ingénieur, hein, résilience, qui a été repris par les psychologues. L'idée, c'est comment je continue à me développer en dépit des circonstances, en dépit des chocs et des traumas que je peux prendre. Et là, il va falloir qu'on bosse très sérieusement. Les questions de la polycompétence, l'hyperspécialisation des salariés sur une tâche ou sur une autre, ben ça, c'est pas résilient. Il va falloir qu'on bosse la professionnalisation. Si vous prenez l'exemple, moi j'ai travaillé avec l'aide à domicile, seules les catégories C peuvent faire prendre des médicaments aux personnes accompagnées à domicile. Bah oui, mais quand vous avez le monde normal et que les choses elles fonctionnent normalement, bah, vous avez assez de C. Mais en période de confinement, bah, vous avez des A et des B et elles n'ont pas le droit de donner les médicaments. Donc, comment on fait? À part passer tout le monde C, moi j'ai pas de solution là aujourd'hui pour ce qui est de l'aide à domicile. Et puis enfin, comment on travaille en filière. On a vu quand même beaucoup de dirigeants d'entreprise prendre leur voiture, aller voir les sous-traitants, discuter avec eux. J'ai même un client qui a fait des avances à ses sous-traitants pour acheter des machines, pour essayer de redémarrer. Il y a beaucoup de choses à organiser en filière, que ce soit en filière locale ou en filière métier. Moi, j'habite pas loin d'Oyonnax, la Plastique Vallée, où il y a la grande part de la plasturgie française. Bah là, ils travaillent complètement en filière. Hein. Ils s'échangent des salariés. On l'a fait notamment, nous, dans l'agro, avec le dispositif Agile Agro dans l'Ouest, où il y a du prêt de personnel. Il faut travailler en filière parce qu'on sera toujours plus fort à travailler collectivement en filière que tout seul dans son coin. J'ai balayé très vite ces quelques hypothèses pour vous dire que c'est des questions qui se posent, mais que ce n'est pas les questions d'aujourd'hui pour la remobilisation ou la mobilisation des équipes. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est vraiment les questions du travail. Peut-être que Étienne il nous invitera à parler de tout ça en septembre ou en octobre, et puis on pourra discuter de ça. Je vais terminer avec une conclusion en forme un peu de boutade, et vous me pardonnerez, cette tranche d'humour. On est au permis, là, question à 3 modalités de réponse. Qu'est-ce qui nous a permis d'initier un dialogue sur le travail, ce dialogue que nous, les psychologues du travail, on voulait depuis si longtemps initier? Est-ce que c'est réponse A, la direction générale? Est-ce que c'est réponse B, le préventeur ou le consultant? Ou est-ce que c'est réponse C, le Covid-19? Donc la remobilisation, elle passera par ce dialogue sur le travail, sur le contenu du travail, sur le sens qu'on lui donne. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à se pencher dessus, quoi. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Étienne, je te rends la parole. Un grand merci, Bertrand, pour cette analyse. C'est intéressant puisque tu conclus par, certes, une boutade, mais qui en dit long et qui peut nous permettre de transformer cette menace en opportunité, en modifiant durablement le rapport au travail et au management. Cette crise va nous permettre de libérer le travail et de nous recentrer sur notre rôle au quotidien. Je vais conclure parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Un grand merci pour votre présence. Nous étions plus de 100 participants. C'est une marque de confiance que vous nous témoignez et nous y sommes très sensibles. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver très vite sur le terrain. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Non.